C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on s'attaque aujourd'hui à un nom, un véritable empire, Rockefeller. C'est un nom qui évoque tout, en fait. Le capitalisme le plus dur, le plus impitoyable, et en même temps une philanthropie qui a littéralement façonné le monde. Un paradoxe fascinant. Et pour essayer de démêler tout ça, on a réuni pas mal de sources. Oui, c'est assez éclectique. Ça va d'un entretien très récent avec l'héritière Valerie Rockefeller, À une biographie monumentale de son arrière-arrière-grand-père, le fameux John D. on a aussi une analyse universitaire sur leur fondation, une critique des mémoires de David Rockefeller. Et même, pour voir comment le nom résonne aujourd'hui, une discussion en ligne très animée. Notre but, c'est donc de déconstruire ce paradoxe. Comment une fortune qui vient du pétrole peut aujourd'hui financer le désinvestissement des énergies fossiles? Et comment cette famille, qui est un peu le symbole du rêve américain, se retrouve au cœur de débats politiques mondiaux extrêmement tendus. C'est une sacrée histoire. Allez, on commence par le début. Le fondateur, John D. Rockefeller, né en 1839. L'incarnation du self-made man américain. Mais son père était un personnage, on va dire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se faisait appeler docteur et il vendait des prétendus médicaments miracles. C'était un charlatan, en fait. Totalement. Et il menait une double vie, souvent absent. C'est vraiment sa mère, très pieuse, très stricte, qui a inculqué à John une discipline de fer. Et c'est cette discipline, on le voit tout de suite, qui va tout changer. Il devient comptable et il sent très vite le potentiel du pétrole. Oui, mais c'est là son premier coup de génie. À l'époque, tout le monde se rue sur le forage, l'extraction. C'est risqueux. La ruée vers l'or noir. Exactement. Mais lui, il regarde les chiffres et il comprend que le vrai pouvoir, le point stratégique, c'est pas l'extraction, c'est le raffinage. Il fonde la Standard Oil en 1870 et là, son objectif devient clair. Contrôler. Tout contrôler. Voilà. C'est là que naît le mythe du baron voleur, le robber baron. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On entend souvent ce terme. C'est le surnom qu'on donnait à ces grands capitaines d'industrie de l'époque, comme Carnegie avec l'acier. Des hommes admirés pour leur succès, mais détestés pour leurs méthodes. Des méthodes prédatrices. C'est ça, écraser la concurrence, manipuler, exploiter. Et Rockefeller, dans ce domaine, c'était sans doute le plus redoutable de tous. Racontez-nous son fait d'armes le plus célèbre, la conquête de Cleveland. Comment est-ce possible de prendre le contrôle d'une ville comme ça? C'est une stratégie d'une brutalité incroyable. En 1872, il décide de s'emparer de toutes les raffineries de Cleveland. En moins de 2 mois, il absorbe 22 de ses 26 concurrents locaux. Attendez, en 2 mois, 22 sur 26? En moins de 2 mois. C'est une guerre éclair économique. Sa méthode était simple. Comme il était déjà le plus gros, il a négocié en secret des rabais énormes avec les compagnies de chemin de fer pour transporter son pétrole. D'accord, donc il payait moins cher. Moins cher, oui. Mais ce n'est pas tout. L'accord secret prévoyait aussi que les compagnies de chemin de fer augmentent leurs tarifs pour tous ses concurrents. Ah, d'accord. C'est diabolique. Du jour au lendemain, les petits raffineurs ne pouvaient plus être compétitifs. Ils étaient étranglés. Il ne leur restait plus qu'à vendre à Rockefeller pour une bouchée de pain. C'est d'une efficacité terrifiante. Et il a reproduit ça dans tout le pays. Exactement. Jusqu'à contrôler 90% du marché américain, il a même créé le fameux Standard Oil Trust en 1882, une construction juridique pour centraliser son empire et contourner les lois. Un empire si puissant qu'il a fini par être démantelé par le gouvernement américain. Oui, en 1911, la Cour suprême ordonne le démantèlement, en vertu de la loi Sherman Antitrust. Et de ses cendres sont nés des géants qu'on connaît bien, Exxon, Mobil, Chevron. Mais il y a aussi un côté très sombre à cet empire. Vous parliez du massacre de Ludlow. On ne peut pas l'ignorer. C'était en 1914, des mineurs en grève dans une compagnie du Colorado, contrôlée par les Rockefeller. La direction a engagé une milice privée. Et ça a dégénéré. Ils ont attaqué le campement des grévistes. Ils y ont mis le feu. Bilan, 26 morts, dont 11 enfants et 2 femmes. L'image de Rockefeller a été durablement ternie. C'est terrible. On a donc ce portrait d'un capitaliste impitoyable, et pourtant ce même homme devient l'un des plus grands philanthropes de l'histoire. C'est ça le grand paradoxe. C'est la grande question. Est-ce que c'était pour redorer son image? La biographie suggère que c'est plus compliqué. Sa mère lui avait appris, enfant, à donner 10% de ses revenus à l'Église. Il l'a fait toute sa vie. Même quand il gagnait très peu. Oui. Pour lui, gagner de l'argent était un don de Dieu, et il avait le devoir de l'utiliser pour le bien de l'humanité. C'est le sens de leur devise.
On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Mais ce qui est fascinant dans l'analyse universitaire, c'est que ce n'était pas de la simple charité. Non, pas du tout. Et c'est son deuxième coup de génie. Il n'a pas seulement donné sa fortune, il a appliqué sa méthode à la philanthropie. C'est-à-dire? Il a traité les problèmes sociaux comme un marché à optimiser. Il cherchait les causes profondes, les points de blocage, pour y appliquer des solutions à grande échelle, avec la même obsession de l'efficacité que pour le pétrole. Donnez-nous un exemple de cette philanthropie systémique. Le meilleur exemple, c'est la Fondation Rockefeller, créée en 1913. L'ambition est folle. Promouvoir le bien-être de l'humanité à travers le monde. C'est un peu vaste. C'est démesuré. Mais au lieu de juste construire un hôpital, ils vont financer la recherche pour éradiquer une maladie, l'ankylostomiase dans le sud des États-Unis, puis la fièvre jaune en Amérique latine. Ils créent l'université de Chicago de A à Z pour en faire une institution de premier plan. Une vision d'ingénieur social. Et cette vision, ils vont l'exporter, notamment en Europe après la Première Guerre mondiale. Tout à fait. L'Europe est en roue-ligne et la Fondation arrive avec son argent, mais surtout sa méthode. En France, par exemple, elle lance une énorme campagne contre la tuberculose. Avec une vision très américaine de la situation. Le président de la Fondation de l'époque disait en gros que l'individualisme français avait empêché de créer un système de santé publique efficace et que l'Amérique pouvait les aider à le faire. C'est un mélange d'aide sincère et d'une certaine arrogance. On peut dire ça. L'idée que le modèle américain d'organisation pouvait réparer le monde. Ils ont financé des écoles d'infirmières, des instituts de santé publique, partout en Europe de l'Est. Et ils ont surtout créé un immense réseau international grâce à leur bourse d'études. Les fameux fellowships. C'est peut-être ça leur héritage le plus durable. Pendant des décennies, ils ont formé des milliers de scientifiques, de médecins, de fonctionnaires du monde entier, en les faisant passer par les grandes universités américaines. Ils ont créé une élite mondiale en quelque sorte. Une élite formée à la méthode américaine. Et ce qui est fou, c'est que la Fondation collaborait avec la Société des Nations alors que le gouvernement américain, isolationniste, refusait d'y adhérer. C'était une diplomatie privée à l'échelle du globe. Et cette diplomatie privée, cet héritage, il pèse encore très lourd aujourd'hui. L'interview de Valérie Rockefeller, l'arrière-arrière-petite-fille, le montre de manière spectaculaire. Oui, elle est à la tête du Rockefeller Brothers Fund, une autre fondation familiale. Et en 2014, elle a pris une décision qui a fait l'effet d'une bombe. Rejoindre le mouvement Divest Invest, C'est-à-dire se désengager de toutes les entreprises liées aux énergies fossiles. La fortune n'est du pétrole qui tourne le dos au pétrole. le symbole est incroyablement fort. C'est une rupture totale. Elle explique que c'est une obligation morale face à la crise climatique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est son deuxième argument. Qui est? Elle insiste pour dire que c'est aussi une décision financièrement responsable. Elle prétend que ça rapporte plus d'argent de ne pas investir dans le pétrole. C'est exactement ce qu'elle dit, chiffre à l'appui. Depuis 2014, leur portefeuille a eu un rendement annuel de 7,8% contre 6,7% pour leur indice de référence, qui, lui, inclut les énergies fossiles. Donc, elle veut prouver que la durabilité est une bonne stratégie d'investissement. C'est une façon très Rockefeller de voir les choses. Faire le bien, oui, mais le faire efficacement, et si possible de manière rentable. Dans cette interview, elle parle aussi beaucoup du poids de porter ce nom. Oui, et c'est très éclairant. Elle raconte avoir grandi dans une région minière pauvre où le nom Rockefeller était détesté. Elle parle d'un sentiment de culpabilité. Ça fait écho à son grand-oncle, David Rockefeller. Oui, qui, à la tête de la Chase Manhattan Bank, utilisait son carnet d'adresses mondial pour sa propre diplomatie. La critique de ses mémoires rappelle qu'il avait essayé de créer un fonds pour les réfugiés palestiniens, ce qui lui avait valu d'énormes critiques aux États-Unis à l'époque. Donc s'impliquer dans les conflits internationaux, ce n'est pas nouveau pour eux. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, ça prend une autre dimension. Exactement. Et c'est là qu'on en arrive à cette discussion en ligne qu'on a consultée. Un forum public où les débats sont... Oui, et là, il faut être très clair. Nous rapportons des allégations et des contre-allégations qui circulent dans cet espace public. Ce n'est pas notre opinion. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Un utilisateur affirme, en se basant sur les rapports d'une organisation nommée NGO Monitor, que le Rockefeller Brothers Fund financerait des groupes considérés comme très critiques d'Israël. Comme Jewish Voice for Peace ou Adala? C'est ça. Et le financement passerait par des fondations intermédiaires, comme la Tides Foundation. Pour ceux qui ne connaissent pas, NGO Monitor et la Tides Foundation, c'est quoi rapidement? Alors, pour rester neutre, NGO Monitor est une organisation basée à Jérusalem qui analyse le financement des ONG en Israël et Palestine.
La Tides Foundation, elle, est une grande fondation américaine qui sert d'intermédiaire pour des dons, souvent orientés vers des causes progressistes. Puis j'imagine que ces affirmations sont contestées dans le forum. Immédiatement et avec beaucoup de véhémence, d'autres utilisateurs remettent en cause la crédibilité de NGO Monitor, la qualifiant d'organisation militante de droite. D'accord. Donc, le débat est extrêmement polarisé. Tout à fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas tant de savoir qui a raison. Nos sources se contredisent. C'est de voir que, plus de 100 ans après sa création, ce réseau philanthropique est toujours perçu comme un acteur si puissant. Qu'on l'invoque dans les débats politiques les plus brûlants de notre époque. Ça montre que leur pouvoir, ou en tout cas leur pouvoir perçu, est immense. De John Day construisant son monopole à ses héritiers accusés de prendre parti dans un conflit géopolitique, le nom Rockefeller reste synonyme de pouvoir et d'argent qui façonne le monde. En bien ou en mal, c'est tout le débat. Alors, si on essaie de faire le bilan, l'histoire des Rockefeller, c'est celle d'une adaptation permanente. C'est une saga qui raconte l'évolution du capitalisme lui-même, du capitalisme prédateur à la philanthropie comme outil de soft power, jusqu'au capitalisme durable et à l'activisme par le financement. Une quête sans fin pour concilier la richesse et la responsabilité. C'est ça. La devise de la famille, c'était « on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné ». Après tout ce qu'on a vu, la pensée que l'on peut laisser, c'est peut-être la suivante. Leur fortune leur a donné le pouvoir de modeler des systèmes de santé, des universités, des débats mondiaux. Ils ont agi là où les États n'agissaient pas. La question, ce n'est peut-être pas de savoir s'ils ont remboursé leur dette morale, mais plutôt de se demander si un tel pouvoir privé, capable d'influencer le destin de millions de personnes, est en soi souhaitable. Même avec les meilleures intentions du monde. C'est une excellente question pour finir. Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.